Bonjour à tous, Jean-Vincent Lanzinotti pour l'association Araclé Santé et l'AS Paradiso Big Band. Après quatre premières interviews consacrées à la musique, à l'approche clinique de deux grands artistes internationaux, Andrea Tofanelli et Dominique Deras, aujourd'hui nous commençons une série d'entretiens plutôt axés sur la médecine et la santé. Alors aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir un ami, le docteur Marc Vallier. Bonjour Marc, comment ça va? Jean-Vincent, ça va dans mon vieux chalet de 3 siècles, donc je suis quand même un peu plus jeune que lui. Ouais, donc, pour te présenter, Marc, tu es un médecin suisse. Nous nous sommes connus lors de la formation de médecine des arts. Alors, pour te présenter en quelques mots, tu serais quand même le thérapeute idéal, le thérapeute rêvé pour les musiciens qui ont des problèmes. Moi, ce qui m'a vraiment frappé avant qu'on fasse réellement connaissance, c'est que tu es une des rares personnes à posséder en quelque sorte un savoir encyclopédique. Donc tes connaissances ne se bornent pas qu'à la médecine. Tu es aussi un musicien, saxophoniste et guitariste, mais tu t'intéresses à un tas de choses, à l'étude des langues, tu as énormément voyagé, voilà ce qu'on peut dire. Et également, ce qui m'a frappé pour l'aspect réellement médical, c'est que tu as une faculté de vraiment diagnostiquer très précisément les problèmes et d'apporter des solutions vraiment efficaces. Avec toi, on entre dans le concret très rapidement. Alors, avant de te laisser la parole, je dirais que tu es un médecin spécialisé en médecine générale. Tu as travaillé en chirurgie. Tu es aussi un spécialiste des médecines manuelles, du traitement non médicamenteux de la douleur. Tu as beaucoup travaillé sur la main. Tu as également travaillé en pédiatrie au Canada. Tu as travaillé pour l'ONU. Donc, tu as un CV impressionnant. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce que j'aurais voulu aborder avec toi, c'est c'est des aspects qui puissent vraiment intéresser les musiciens. Donc, un premier, euh, un premier aspect sur les instrumentistes avant et l'abord de la problématique de la mer. Je dois aussi ajouter que tu as étudié la médecine chinoise et que tu t'intéresses également à l'alimentation. Voilà. Docteur Valli, c'est à vous. Eh bien, je crois que tu as fait un bon résumé. C'est clair que tu m'honores beaucoup. Je ne sais pas exactement quel problème tu veux aborder. On peut peut-être aborder le problème de la main, hein, où j'ai fait ma thèse chez le professeur Verdun, qui a été un pionnier de la chirurgie de la main, en même temps que le professeur Tubiana à Paris, qui a créé la clinique du musicien, chez qui j'ai fait ma thèse. Enfin, j'étais un suicidaire de faire une thèse chez lui, parce que durant toute sa carrière, il n'y a que 8 candidats qui ont fait leur thèse. Et je me souviens, quand je suis allé dans son bureau, il m'a sorti un petit papier de, de son tiroir avec le titre magnifique Brachydactylie métacarpienne congénitale. Je ne savais absolument pas de quoi il s'agissait. En fait, brachydactylie, ça veut dire raccourcissement d'un doigt congénital qu'on trouve dans le syndrome de Turner, encore d'autres syndromes.
Et je me suis lancé là-dedans. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'informatique, il n'y avait pas Google, il n'y avait rien. Il fallait aller dans les bibliothèques, trouver un bouquin ou trouver 3 lignes sur le sujet, ou même ne pas trouver le bouquin de chirurgie de la main qui en parlait. Donc, j'ai dû tout créer tout seul. Donc, j'ai cherché quand même dans la génétique d'abord, et puis ensuite, j'ai comparé l'action de ces gens qui sont atteints congénitalement avec des gens qui ont eu des accidents avec des raccourcissements de métacarpien. Et par la suite, durant cette thèse, je me suis intéressé naturellement aux muscles de la main, notamment les interosseux, dont j'ai beaucoup parlé et que tu connais bien, et en fait qui sont la base du jeu du musicien. En fait, ces muscles interosseux sont là pour créer la base pour que les autres muscles extrinsèques de la main puissent affiner. Donc, c'est le support absolu pour tout jeu de la main du musicien, sauf peut-être pour le triangle, je ne sais pas. Et encore là, on ne sait pas si jamais il y a des problèmes. Voilà un peu, grosso modo, à quoi je me suis intéressé. Et c'est très important, cet équilibre des doigts, surtout de ces interosseux. J'ai toujours pris, par exemple, ce jeu en montrant la faiblesse chez l'humain de la partie cubitale, c'est-à-dire du 4e et 5e doigt de la main par rapport aux primates comme le singe. Donc nous, pourquoi on a cette faiblesse de cette partie-là? C'est simplement que nous avons appris ce qui était la pince fine des doigts. Donc imaginez une Anglaise qui boit sa tasse de thé, vous regardez ses 2 doigts et puis vous voyez très bien qu'il y a une faiblesse de ce côté-là. On boit sa tasse de thé. Maintenant, vous prenez le singe et le singe, lui, a une préhension comme ceci. Donc, il n'y a aucune différenciation dans le jeu de ces interosseux. Hein, il prend les choses comme ça, il prend une banane comme ça, donc il n'a pas la pince fine. Et cette pince fine est réalisée par un os particulier qui est le pyramidal, qui permet justement ces mouvements-là et qui sont extrêmement importants en musique. Je dirais peut-être encore plus important chez les instrumentistes à cordes, hein, mais naturellement aussi chez les instrumentistes avant. Oui, parce que euh, en principe, on a toujours le troisième doigt. C'est notre quatrième doigt, mais qu'on dénomme euh, pour parler le langage de la trompette, qu'on appelle le troisième doigt. Voilà. Mhm. Donc il est toujours plus faible, moins rapide que le premier et le deuxième. Donc tu parles de l'annulaire, là. Oui, oui. Oui, bon, bah, tu rejoins ma théorie de faiblesse, Oui, oui, même bien chez les sûr. trompettistes. Donc, hein, et c'est intéressant ce que tu dis. Je ne connaissais pas non plus, je ne connais pas du tout la pratique de la trompette. Et je pense que là, tu me lances une perche pour rentrer dans ton sujet à toi aussi. Oui, parce que donc, de par tes connaissances, tu peux indiquer à un musicien qui a une faiblesse donc, du quatrième et du cinquième doigt ou un manque de vélocité. Tu peux lui donner des conseils quant
aux exercices à travailler et éventuellement aussi au niveau de la posture, puisqu'il y a aussi, il y a aussi un aspect ergonomique à étudier et éventuellement à corriger. Oui, alors pour l'ergonomie, pour comment faire un entraînement de ce fameux quatrième doigt, donc l'annulaire et l'auriculaire pour d'autres instruments, la seule chose que je recommande, c'est d'imiter le singe. C'est-à-dire qu'avant de jouer, il faut faire la préhension très forte, plusieurs fois, du singe, et puis on voit que tout d'un coup, les quatrième et cinquième doigts arrivent à mieux jouer. Tu peux faire l'expérience toi-même. Tu fais la première fois, ça se passe comme ça, puis après, pour commencer ton jeu, tu verras que tes doigts, tout d'un coup, sont alignés et que tu peux faire ça. Donc, c'est un tout simple échauffement avant de jouer. D'autres exercices, ça ne sert à rien d'essayer d'entraîner le quatrième et le cinquième ou autre. On n'y arrivera jamais, je crois. Bon, je suis seul à peut-être à être convaincu de cette théorie, mais c'est le seul moyen de renforcer les interosseux, surtout le quatrième dorsal, qui permettrait ce jeu très fin. Pour la posture, ça c'est un autre problème. Tu m'avais posé les questions sur la posture et la respiration. Oui, parce que donc pour situer un peu, tu interviens aussi lors des stages Aratlé Santé. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les stages Aratlé Santé se déroulent autour de la masterclass d'un soliste, d'un enseignant. Donc le matin, on fait une chauffe yoga avec notre ami et collègue Georges de Martino, qui est professeur de yoga. Donc, une chauffe musculaire, posturale, articulaire, respiratoire. Ensuite, il y a la chauffe instrumentale avec le professeur de musique. Ensuite, on fait une activité physique et sportive avec, avec Isaac Yaya, qui a été mon premier entraîneur d'athlétisme. Puis l'après-midi, parallèlement au cours de musique, nous avons mis en place un atelier, une consultation à Aratlé Santé. Donc, toi, tu interviens sur tout le côté médical, postural. Georges intervient sur ses connaissances yoga et son expérience de musicien. Moi, j'interviens sur la méthodologie de la pratique instrumentale, l'hygiène de vie, l'alimentation. Et donc, tu as eu l'occasion de voir plusieurs musiciens, plusieurs élèves avec des problématiques spécifiques à chacun. Mais très certainement, tu as pu voir, disons, une problématique récurrente quoi, chez l'ensemble de ces musiciens. Oui, alors pour la respiration, je laisserai Georges en parler parce que c'est mieux en parler que moi. Je donnerai quelques autres exemples. Mais je reviens sur la posture. La posture, c'est extrêmement important et pour moi, la bonne posture donne un bon son parfait. Hein, j'ai participé une fois à une réunion Feldenkrais, hein, aussi qui s'occupe des musiciens et à la fin de cette réunion, on a demandé à une violoniste de jouer quelque chose. Et
celle qui dirigeait ce cours Feldenkrais a demandé à tout le monde qu'est-ce qui manquait, hein, dans son son. Et en fait, je suis simplement intervenu pour lui corriger sa posture et le son était parfait. Et la posture est extrêmement importante chez les musiciens. On parle toujours de la posture debout, on parle de la posture assis. Si je prends, moi je suis un peu plus jazz comme toi, hein, posture des saxophonistes que je connais, Stan Getz et autres, entre guillemets, Stan Getz pour la respiration, on fumait 2 paquets de cigarettes par jour. Je ne sais pas comment il avait le temps pour jouer. Et l'axe, finalement, la posture, on voit souvent les saxophonistes, parce que je les connais bien, parce que je suis passionné par ce domaine, quand ils jouent des aigus, ils se penchent en arrière, et quand ils jouent les graves, ils se penchent en avant. Mais ils gardent la posture, l'ouverture, surtout de la ceinture scapulaire, en se penchant ou en mettant en arrière. Donc, ils ont une posture du tronc, si on veut, et l'axe de rotation de ce tronc se trouve dans les hanches. Hein, donc, avec les hanches, ils peuvent se baisser tout en gardant cette bonne posture. Maintenant, en ce qui concerne les différents troubles du musicien, je dirais qu'on parle beaucoup de dystonie, on en parlera peut-être après, mais on parle surtout de ce qu'on appelle l'overuse, c'est la disons, la surutilisation des muscles. Il y a des gens des professionnels qui jouent 8 heures à peu près par jour chez eux. On dit toujours qu'ils ont 90% de technique et 10% d'inspiration. Donc, et là, effectivement, il se crée des troubles, parfois par fatigue, des mauvaises postures. Et là, on peut les repérer d'abord en les regardant. Hein. Souvent, c'est très curieux dans ce que j'observe en général, c'est que tout le monde, quand il a une difficulté, soulève l'épaule gauche. Hein. Donc, quand on se trouve devant un morceau difficile, une partie difficile, on commence à lever l'épaule gauche. Hein, ce qui crée un déséquilibre naturellement au niveau des muscles. Et parfois, naturellement, au bout d'un moment, ça crée une souffrance extrêmement douloureuse, parfois au niveau de certains muscles, que j'ai pu repérer dans tes stages que tu as merveilleusement organisés. Chez des jeunes, même chez des jeunes trompettistes, on trouve au niveau de la musculature ces fameux trigger points, s'appellent des zones gâchettes, c'est-à-dire si on pince le muscle, on trouve un endroit où la personne réagit beaucoup plus et parfois, si je prends par exemple un muscle sus-épineux, cette douleur se transmet par chaîne musculaire jusqu'au bout des doigts. Alors, ça ne sert à rien de traiter toutes les autres choses, de faire de la kinésithérapie ou autre. Il faut traiter ces trigger points. Alors, il y a différentes méthodes. Il y a la méthode manuelle, mais qui est assez douloureuse pour le musicien et aussi fatigante pour le pratiquant. Moi, si j'en vois 3, je suis crevé, enfin mes doigts ne réagissent plus. Et c'est là que je me suis intéressé à ce qu'appelle le dry needling. En fait, le dry needling, ça s'appelle en français le traitement à l'aiguille sèche. C'est d'ailleurs une technique qui a été développée par la doctoresse personnelle du président Kennedy, hein, qui, lui, souffrait de douleurs
récurrentes au niveau lombaire suite à des blessures de guerre qu'il a eues en 39-45. Et elle a développé ce concept de dry needling où simplement avec une aiguille, on va piquer ce trigger point et d'abord on va réaliser en le piquant toute la douleur qui va jusqu'aux mains, mais en même temps on va le traiter. Maintenant, la théorie c'est bien génial, la pratique c'est parfois mieux. D'ailleurs, j'ai pu le vérifier sur des jeunes trompettistes même, mais l'hypothèse de Janet Travell, cette doctoresse de Kennedy, était que si on plantait l'aiguille dans ce trigger point, on touchait la plaque motrice et on arrivait à donner une espèce de court jus dans cette plaque motrice pour la libérer. D'autres hypothèses et l'autre hypothèse émise, c'était que en plantant cette aiguille, on allait créer des microtraumatismes dans ce nœud, hein, et même des micro-hémorragies. Et ces micro-hémorragies permettaient de faire comme un bleu, hein, si on veut, mais en même temps, ce n'est pas seulement les globules rouges qui sortaient de là, mais les globules blancs et toutes les kinines qui permettent de relâcher et d'empêcher la douleur. Ça, c'est ce problème des trigger points. Ouais, alors, moi, je vais témoigner de son efficacité parce que en Suisse, quand on s'est vu, tu m'as tu m'as traité certains points et la sensation que j'ai eue, c'était que c'est comme si une aiguille tout à coup perçait une poche d'air. Et lorsque tu retires l'aiguille, il y a une détente et un soulagement incroyable. Alors, bien évidemment, d'abord, tu repères les zones sensibles manuellement et dès que tu as localisé le point très précis à traiter, là, tu opères donc avec l'aiguille. Et je pense que ce qui est dommage, c'est que cette technique est interdite en France, quoi. Je pense que c'est toujours le cas, quoi. Non? Je pense que c'est le cas toujours en France. Cette technique n'est pas acceptée, n'est pas remboursée par la sécurité sociale, à la limite interdite, hein, alors qu'elle serait extrêmement utile. Mais je sais aussi que par quelques collègues de la médecine des arts, la pratique en cachette, hein, avec beaucoup de succès, surtout les plus âgés qui ont un peu plus de formation et d'expérience, et qui m'ont avoué l'utiliser tout à fait en cachette, et puis ils facturent la prestation par une autre prestation, et puis personne ne voit que du feu et de la paille de fer. Euh, mais en tout cas, c'est vrai, c'est vraiment efficace. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que toi tu es un spécialiste des médecines manuelles, donc tu es vraiment à même de cerner les problèmes, de localiser les points, les causes des tensions, et puis tu es musicien aussi. Donc tu as plus que la double casquette, parce que tu as plusieurs casquettes de médecin, mais tu as celle de musicien aussi, quoi. Et c'est vraiment ce qui fait toute ton efficacité, quoi. Alors, si tu veux, Marc, rester sur la main ou développer d'autres points, on peut le faire. Juste pour rebondir sur les problèmes respiratoires,
Effectivement, je t'avais proposé ce sujet parce que lors de la première interview avec Andrea Tofanelli, il disait qu'il n'avait pu commencer la trompette à l'âge où il le voulait parce que les médecins, à l'époque, en Italie, considéraient qu'il fallait atteindre un certain âge pour que les poumons se développent, euh, si ce n'est entièrement, en grande partie, quoi. Et moi, ça m'avait un peu interloqué parce que, bon, il est né en 65, je suis né en 70, et Jeune moi, homme, quoi? jeune homme. Ouais. Et contrairement à lui, euh, le fait que je veuille faire de la trompette avait été encouragé par les médecins pour prévenir des risques d'asthme qu'il y avait dans ma famille, ma sœur, pour ne pas la citer, quoi. Et bon, moi, je suis complètement passé au travers de ça. Et j'ai vu dans une interview de Bobby Chou, qui lui est né en 1941. Alors lui, c'est un peu la même chose que pour moi. Il raconte en fait, il est né, il a manqué d'oxygène, il est né bleu, et pendant plusieurs années, il a eu un tas de problèmes pulmonaires, de respiration, et des années plus tard, des médecins lui ont dit que ce qui lui avait sauvé la vie, c'était la pratique de la trompette. Donc, je voulais avoir aussi ton avis de médecin, de saxophoniste, au sujet de la prévention de certaines pathologies respiratoires, pulmonaires, ou des bienfaits que la pratique d'un instrument à vent peut avoir. Bon, je te répondrai d'abord pour l'apprentissage dans le jeune âge. Je passe bêtement au violon. Hein, on a des quarts de violon, des demi-violons et ensuite des violons normaux, donc qui sont finalement adaptés. Il y a une méthode qui s'appelle la méthode Suzuki, hein, qui fait déjà jouer des gamins tout petits, hein, même jouer une note ou deux notes. Ça, c'est un exemple. Je ne connais pas assez la trompette pour ça. Mais dans les instruments avant, tu parlais des pathologies respiratoires, et là je vais te diriger sur presque un sujet parallèle. Et ce sujet parallèle, c'est des gens plus âgés qui ont soit un syndrome de bronchite chronique, soit ce qu'on appelle des apnées du sommeil. Les apnées du sommeil, c'est des gens en général obèses ou vraiment très atteints au point de vue respiratoire, qui, durant leur sommeil, font des arrêts brefs de la respiration jusqu'à 60-70 par minute. Hein. Et là, il y a un seul instrument qui les aide, c'est aussi un instrument avant, c'est le didgeridoo. Et une étude a été faite à Zurich en comparatif entre le flux d'air continu qu'on donne par CPAP, donc c'est un flux d'air par pression qui les gens sont obligés d'avoir un masque de l'air et qui maintient une pression d'air, un flux d'air continu pour prévenir ces fameuses apnées. Et cette étude à Zurich a fait un comparatif. C'est très à la mode de faire des études à double aveugle. Et où ils ont initié justement des patients au fameux didgeridoo. Donc le didgeridoo nécessite un flux d'air constant, donc cette respiration continue. Et ils ont réussi à prouver que des gens qui faisaient jusqu'à 77 apnées par minute arrivaient à 11
apnée. Donc, un problème presque, enfin, un résultat presque équivalent au CPAP. Donc, cette machinerie qu'on doit se mettre pour aller au lit. Et Voilà. ça, Et je trouve que c'est en ça combien de qui est temps de important. pratique? Pardon? En combien de temps de pratique? Oh là, il faut un certain temps. Moi, je n'ai pas d'idée sur le temps de pratique. Moi, petite Géridou, j'ai jamais réussi à sortir un son Mais, là-dedans. C'est mais- toute une technique. Mais j'ai un ami qui joue avec le groupe de mon fils, le groupe Sonalp, qui fait de la musique en même temps folklorique suisse mélangée avec de la musique du monde, où il y a un personnage qui joue du didgeridoo, chez qui j'ai envoyé pas mal de patients, enfin quelques patients, et pour les initier à cette technique et qui permet justement une respiration pratiquement continue. donc, en fait, ça serait plus le fait de jouer avec la respiration continue que de pratiquer proprement dit le didgeridoo. C'est bien ça. Si à la limite on le fait avec la trompette, est-ce que tu penses qu'on va arriver au même bienfait pour l'apnée du sommeil, par exemple, ou non, vu que quand même la pression n'est pas la même. Nous, on est obligé d'avoir une pression un peu plus importante que le didgeridoo. Mais je pense que tous les instrumentistes avant trichent. C'est-à-dire qu'ils ont une bonne respiration, ils y vont, et puis tout d'un coup, ils n'arrivent pas au bout d'une phrase et ils respirent par le nez pour la finir. Donc, moi, je me suis fait engueuler par ma prof de saxophone, la première, parce que tout d'un coup, je respirais par le nez. Mais je pense qu'après, avec mon prof à l'école de jazz à Montreux, euh, il n'a jamais fait cas de ceci et je crois que tout le monde utilise cette respiration continue inconsciemment au moment où on arrive en fin d'une phrase, j'arrive pas, et à ce moment-là, on respire par le nez pour continuer avec un même flux d'air. Tu dois connaître ce problème. Voilà, enfin, moi, la respiration continue, j'y arrive pas. Donc, Non, mais inconsciemment, tu le fais en jouant de la trompette. Si tu fais un solo terrible de jazz, il y a des moments où tout d'un coup, tu es arrivé à finir ton phrasé, mince, j'y arrive pas, et soit tu coupes ton phrasé, soit tu inspires par le nez pour pouvoir le finir. ben, Donc, inconsciemment, tu fais en, de la respiration continue. en trompette, c'est quand même plus difficile à mettre en place que pour le sax, de par l'étanchéité qu'on est obligé de créer. Donc, enfin, moi, personnellement, j'y suis pas arrivé, quoi. Ouais. Mais bon, là, ce que tu dis, c'est vraiment très intéressant, quoi. Et faudrait peut-être comparer les effets de la pratique du didgeridoo avec d'autres instruments à vin et avec là aussi une activité physique et sportive, quoi, pour voir un peu ce qui est le plus efficace et pourquoi ça l'est. Quel paramètre de ces trois activités fait que on obtient des résultats dans la diminution des troubles de l'apnée du sommeil. Oui, mais disons que je pense que tout instrument avant euh, apporte un bienfait sur les poumons, sur la respiration. Quand je vois parfois, j'ai été responsable du service de réadaptation à l'hôpital ici,
je dis bien réadaptation et pas réhabilitation comme on l'entend trop souvent. Là, je précise qu'on ne réhabilite que des criminels et on réadapte des patients. Et là, j'ai vu des idioties totales. On les essoufflait dans un tube contre résistance, etc. Ils auraient mieux fait de jouer de la trompette ou d'apprendre un instrument de musique. Il n'y a pas d'âge d'ailleurs pour apprendre un instrument de musique. Moi, j'ai commencé le saxophone à 60 ans. Et ça fait à peu près maintenant, j'ai fait 5 ans avec du sax alto pour me un peu apprendre à mobiliser les doigts, mais j'ai détesté absolument l'alto. Et quand je me suis inscrit au bout de 5 ans à l'école de jazz à Montreux, j'ai choisi le ténor. Alors il y a aussi le ténor, d'abord a une plus belle sonorité, hein. Je dirais que le seul altiste, disons, extraordinaire dans le jazz a été Charlie Byrd, mais c'est pratiquement le seul digne de cette technique. Mais tous les grands saxophonistes, hein, Jerry Mulligan et autres, Stan Getz, Dexter Gordon, m'ont montré que finalement, et j'ai appris par la suite, que finalement le sax ténor représente à peu près, disons, comment dire, la colonne, autre colonne respiratoire. Parce que le sax ténor nous permet une très bonne posture, hein, avec l'alto, vous pouvez faire n'importe quoi. Mais pour jouer du sax ténor, ça je sais que par expérience, il faut vraiment une bonne posture pour sortir un bon son, hein. Et là, la pratique, je dirais, comme pour répondre à ta question, je ne connais pas la pratique de la trompette. Tu me l'as bien démontré, même durant ta thèse pour la médecine des arts, où tu nous as tous époustouflés, surtout les médecins, de la qualité. Et en fait, ça a été la création d'Art Atelier Santé. À ce moment-là, c'est la première fois que je suis rentré là-dedans, plus le bouquin après que tu as écrit avec énormément de précision, de sagacité sur tous les domaines. Et là, je te rejoins sur la pratique du sport. Malheureusement, beaucoup de musiciens n'en pratiquent pas. Et finalement, je pense que ce serait très utile, déjà pour leur physique, pour éviter ces fameux trigger points et autres trucs, en ayant une musculature bien construite, bien faite, bien équilibrée. La course à pied est une excellente méthode, mais je dirais à mes patients, je leur disais simplement faites de la marche à pied, hein. Et puis en même temps, c'est bon pour le corps, c'est aussi bon pour l'esprit, de marcher dans la nature, de respirer la nature. Hein, par exemple, moi j'ai mon fameux chemin du philosophe sur lequel je vais en principe, je dis bien en principe, 4 ou 5 fois par semaine pendant 1 heure. C'est un chemin du philosophe qui m'a été inspiré par un voyage au Japon, à Kyoto, où il y a ce fameux chemin du philosophe le long d'un petit ruisseau, où ce philosophe faisait son aller-retour tous les matins avant d'aller créer des choses ou trouver des idées philosophiques. Moi, j'ai un chemin un peu plus bruyant, mais qui est pas la même chose, parce que j'ai la rivière à côté qui fait beaucoup de bruit. Mais le chemin entre les arbres, ceci, chaque fois, disons, à chaque fois que je me balade, je me mets une autre option. C'est-à-dire un jour, je vais aller me promener sur ce chemin et je vais simplement
me concentrer sur les odeurs. Hein. Un autre jour, je vais me concentrer simplement sur les bruits. Hein. Un autre jour, je vais me concentrer simplement sur mes plantes de pied. Hein. Et donc, je ne suis pas un athlète comme toi, mais je pense que c'est extrêmement important pour les musiciens de pratiquer un sport. Tu nous l'as prouvé, et d'autres nous l'ont prouvé aussi. Mais je dirais, primordial. Mais quand on prend ces musiciens qui font 8 heures de pratique par jour, ils ne peuvent pas encore aller courir la nuit, mais il faudrait leur dire que peut-être la moitié de leur pratique ne sert à rien, qu'il ferait mieux d'aller faire du sport. Hein, donc, ça, c'est clair pour moi. Oui, Et là, tu m'as convaincu aussi. mais en même temps, disons que tu as raison, il arrive qu'il y ait une partie de notre temps de pratique qui ne soit pas vraiment utile, quoi. Bon, Bobichou insiste pas mal là-dessus, quoi, sur savoir cibler comment dire, ses objectifs de pratique et ne pas perdre de temps sur des choses qui n'en valent pas la peine. Et la pratique d'un sport ou d'une activité physique est vraiment indispensable. Bon, on l'a un peu tous vu davantage à cause du confinement, quoi. Mais même en règle générale, la position, assise ou debout prolongée, qui sont des positions statiques pendant plusieurs heures, sont vraiment délétères. Même moi, je m'en suis rendu compte parce que même si je fais de nombreuses heures d'entraînement par semaine, ça ne compense pas totalement le nombre d'heures que je passe en statique, que ce soit assis ou debout, même si j'alterne. Si je ne suis pas vigilant quant au changement de position, à aller, à venir, à m'étirer, tout ça, je favorise vraiment des raideurs, des, voilà, des tensions et des douleurs, quoi. Donc ça, c'est... Alors, j'imagine ceux qui ne font jamais de sport et Oui, qui ont passé toute une vie à l'orchestre, assis sur une chaise, ensuite prendre la voiture, être encore assis, rentrer à la maison, s'asseoir. Là, ça devient... Et au bout d'un moment, on n'arrive plus à faire grand-chose de son corps. Donc, en plus, tous les instruments à tenue asymétrique sont pour ça assez... ont une action un peu néfaste, quoi. Moi, je te répondrai par la célèbre phrase « la tête et les jambes ». Hein, donc, mais ce que j'ai beaucoup apprécié dans une des précédentes interviews, c'est le trompettiste qui parlait du zen. Et le zen, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'avais lu un bouquin qui s'appelait le zen par le tir à l'arc. Hein, il en parlait justement, c'est de ce livre dont il parlait. Ah d'accord. Et bon, je vais peut-être pas tout écouter, hein, je suis honnête, mais disons que c'est vraiment d'arriver à tirer sa flèche sans réfléchir, sans rien, et elle arrive au milieu de la cible. Hein, donc, et en plus, la flèche n'est pas là pour tuer, c'est très important. Elle est là pour entraîner l'esprit. Mais je pense que par cette démarche-là, on peut aussi d'abord relaxer son corps pour le jeu,
avoir un meilleur souffle, parce qu'on ne se casse pas la tête dans le zen. Hein, c'est vraiment un état. Je pratique aussi la méditation. Si j'ai fait aussi une séance de sophrologie avant de jouer, eh bien, enfin, moi, personnellement, j'ai l'impression que je joue beaucoup mieux. Hein, parce que je suis détendu, que je m'en fous des notes, ça sort tout seul. Hein. Et je crois qu'en plus, toi, tu es très athlétique, hein, J'essaye. enfin très athlète, disons. Je crois que de l'autre côté aussi, ce côté, pas seulement tête et les jambes, c'est la tête aussi, hein, qui doit avoir un développement suffisant. Maintenant, je te donne encore un exemple en athlétisme, hein, que tu connais mieux que moi, mais pour la posture. Hein. Tu connais Usain Bolt? Hein, Usain Bolt, il a un démarrage terrible, mais au bout de X mètres, il est déjà, hein, pratiquement dans une posture entre guillemets droite. Mais qu'est-ce que fait ça? Ça lui augmente sa foulée, surtout. Hein, et les autres qui rament derrière lui sont pliés en deux, et ils ont finalement une toute petite foulée pour essayer d'arriver à le suivre. Et je pense que ça aussi, dans la marche, c'est important. Et ça, je le vis, je le conseille à mes propres patients, c'est d'abord de se mettre en train et imaginer d'abord de regarder, ah, je suis penché en avant, j'ai pas un grand pas. Puis maintenant, si je me redresse, je respire, j'ai une foulée beaucoup plus grande. Excuse-moi, ça c'est, je vais le jeter par la fenêtre, j'ai oublié de l'atteindre. Hein, attends, j'arrive pas. Voilà, on verra. Excuse-moi. Et je crois que c'est très important, même à des personnes âgées. Moi, je soigne beaucoup de gens qui ont des lombalgies, des dorsolombalgies, des cervicalgies, à qui je conseille pas le 400 mètres, vu leur âge, mais de faire une marche avec une bonne posture. Et il y a un moyen. Moi, je vois souvent les petits vieux retraités, entre guillemets, comme moi, qui se baladent avec des tout petits bâtons, donc tout penché en avant, ce qui est tout faux. Euh, Moi, je suis un grand adepte de prescrire le Nordic Walking. Nordic Walking, c'est-à-dire on imagine qu'on est un skieur de fond et avec des grands bâtons. Et on peut aussi faire des marches avec ces grands bâtons et automatiquement, on a une ouverture, on a une bonne posture. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions concernant le physique. Ah, Hein. ben, disons qu'avec toi, on pourrait passer des heures sur chaque sujet. Donc, Ouais. tu parlais de saxophone parce que bon, tu es saxophoniste et tu as fait un travail sur les hanches. Alors, Oui. sur la contamination des hanches. Alors, j'aimerais que tu nous en parles un peu, s'il te plaît. Alors là, je peux parler de mon expérience personnelle, hein, et surtout de ma paresse. Hein. C'est-à-dire que pendant les vacances du conservatoire, qu'est-ce qu'on fait? On laisse un peu son instrument de côté et puis juste la semaine avant, on commence à jouer beaucoup plus et tout d'un coup, je me suis retrouvé avec une toux incoercible, une difficulté respiratoire. Bon, je dis, je vais avoir une bronchite ou autre, un traitement antibiotique, je vais avoir un petit truc allergique, traitement anti-allergique, rien n'y a fait.
radiographie normale, j'étais même jusqu'au scanner qui était normal, mais avec ça, je toussais toujours. Hein. Et il m'est venu à l'esprit, enfin, j'ai trouvé sur le net l'histoire d'un clarinettiste qui devait avoir autour de 60 ans, clarinettiste d'orchestre symphonique, qui se trouve exactement avec les mêmes symptômes que moi. Enfin, il s'est trouvé avant moi, puisque... Et il a fait tout le cursus, tous les médecins, tout ce que je t'ai raconté avant. Bon, rien. Et un médecin a eu l'idée de regarder l'instrument, de voir d'où ça pouvait venir. Donc, le corps d'instrument, rien. Et tout d'un coup, il se dit, mais le seul moyen avec lequel il pourrait s'infester ou s'infecter, c'est l'anche, hein, donc de son instrument. Et en fait, il a découvert à ce moment-là que les anches étaient encore vivantes, hein, donc c'est du bambou et qui contient à l'intérieur certains micro-organismes, dont les mycoses, qui, avec la bouche et autres, se réveillent parce qu'elles sont dans un milieu favorable, un vrai bouillon de culture pour nouveau se développer. Et c'est là que ce médecin a trouvé ça. Et le seul moyen était que ce clarinettiste arrête de jouer un certain temps, mais surtout nettoie son anche. Et en ce qui me concerne, j'ai fait l'expérience, donc j'ai cultivé toutes les anches que j'avais utilisées, que je n'avais pas nettoyées, parce que justement on a un peu de stress avant les premières leçons. Et j'ai cultivé mon nez, la gorge, etc., le bocal de mon saxophone, et il m'est revenu une mycose, ça t'intéressera pas beaucoup de gens, mais qui s'appelle le fusarium, qui est une mycose extrêmement rare. Et là, j'ai appris qu'il fallait que je nettoie mon ange après chaque jeu. Je nettoie aussi le bocal et le reste, le corps du saxophone. Juste pour l'anecdote, je me suis quand même dit, j'ai fait une culture d'une anche neuve, sortie de son emballage et posée simplement un certain temps dans un verre d'eau. Eh bien, au bout de 15 jours, 3 semaines, j'ai vu des filaments se développer autour de l'anche, pourtant neuve, bien conditionnée, etc. Donc, méfiez-vous des anges, ce sont des êtres vivants, dangereux. Et pour nettoyer donc les anches que tu as utilisées, le bec, tu recommandes quoi à l'alcool? Alors, il y a beaucoup de gens qui croient qu'en trempant l'anche dans un peu d'alcool, c'est bon, ou un autre désinfectant, c'est bon. Non, ça j'ai appris en chirurgie, il y a le désinfectant, mais pour qu'on désinfecte bien une peau, avoir une incision, il faut en frotter. Hein, il faut bien frotter avec le... Donc, l'anche, il faut la prendre entre les deux doigts. On peut prendre une solution d'alcool ou tout ce qu'on veut, même une solution hydroalcoolique, c'est à la mode. Et moi, tout bêtement, j'utilise du savon. Parce qu'avec le savon, d'abord, on a un glissé, si on veut, puis d'un coup, on sent la rugosité de l'anche. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il faut presser et enlever toutes ces rugosités. Et là, on peut réutiliser l'anche sans aucun problème. Moi, je dirais le savon. Et puis, il y a encore un autre problème, c'est la brosse à dents. Donc, avant de jouer, enfin, je t'ai vu toi aussi.
Avant de jouer, il faudrait se brosser les dents, ce qui est aussi, ça permet aussi d'éviter des contaminations de ce type-là. Donc, brosse à dents, dentifrice, savon. Bah, je pense que enfin, les trompettistes, les trombonistes ne sont pas exempts de ce genre de risque parce que des fois, quand tu regardes les embouchures ou la branche de la trompette, des fois, le passage est quasiment obstrué. Donc là, on peut penser que certains entretiennent des risques d'infection pulmonaire aussi. Parce que, Non, je me souviens très bien, tu m'en avais montré une fois, je crois, mais une embouchure de trompette, mais qui était bourrée de crasse, on peut dire. Et on se posait la question comment cette personne pouvait encore souffler dans une trompette avec une crasse pareille à l'intérieur. Donc, je crois aussi pour les trompettistes, enfin pour tous les instrumentistes avant, je crois que le premier contact avec l'instrument, c'est une embouchure. Il faut la maintenir propre, même si le reste de l'instrument est peut-être sale, tout ce qu'on veut, mais le premier contact est le plus important. Et c'est celui-là qu'on doit soigner. Hein, et nous-mêmes nous soigner à l'intérieur pour prévenir ce genre de problématiques. Marc, j'aimerais que tu nous parles aussi de ton amitié avec un très grand musicien, si tu vois de qui je veux parler. Non, je vois pas du tout. Non. Non, il s'agit de mon grand ami Tony Scott. Je pense que ça a été le plus grand clarinettiste du monde. Hein. Il dépassait vraiment tout le monde. C'est un personnage extraordinaire, absolument farfelu, que j'ai rencontré tout d'un coup un jour dans mon bled, si on veut, en train de jouer. Enfin, je ne savais pas que c'était lui, mais on avait une boîte où tous les indépendants on se retrouvaient à la fin de notre travail, comme on travaillait tard le soir, hein, on se retrouvait là. Mais avant, pour être honnête, avant de descendre dans la boîte, on allait regarder au restaurant d'en dessus s'il y avait une personne plus que sympathique, disons un peu jolie. Et puis là, j'ai vu un monsieur qui jouait des valses viennoises. Et, et puis bon, nous, on est descendu et lui est arrivé. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais I know you. You are Tony Scott. How do you know me? Ça a été sa première réponse. Et puis j'ai dit, you are the man who hit Aretha Franklin with your clarinet. J'étais dans les premiers, comment dire, dans les premiers festivals de jazz de Montreux. À cause de ça, d'ailleurs, il a été banni parce qu'il l'a fait. Je l'ai vu de mes propres yeux. Le bassiste d'Aretha Franklin saignait de la tête. Il a été banni à vie de ce festival. Et c'est de là finalement qu'est née une amitié parce qu'il me disait oui, mais moi j'ai un problème. Mon cardiologue à Rome m'a interdit de jouer de la clarinette. Je suis triste. Enfin, il était complètement déprimé. Puis je lui dis Tony, you come to the hospital. Venez à l'hôpital demain matin. C'était un samedi matin. Et on avait un hôpital extraordinaire parce qu'on pouvait faire un check-up en une matinée, laboratoire, radiologie, tout ce qu'on veut, examen physique. Et à midi, j'ai pu dire à Tony Scott, you can play your clarinet again. Là, il m'a pris dans les bras, il m'a soulevé pratiquement de terre. Et c'est là qu'est née une grande amitié. Malheureusement, j'ai aussi dû le suivre
pratiquement en fin de vie, j'avais planifié d'aller, parce qu'il avait un souffle extraordinaire, hein, aussi bien en douceur qu'en force. Un personnage, il pouvait jouer du zen ou il pouvait jouer du bebop, du tout fort. Et je me dis, ben, je vais aller apprendre à souffler chez lui. Il était à l'époque à Rome. J'arrive à Rome, Tony était à l'hôpital pour une pneumonie. Alors, fantastique pour aller apprendre à souffler. Et il était là avec une kinésithérapeute respiratoire, avec un masque, et essayait de le faire respirer, lui l'envoyait faire paître. Et puis, on est arrivé dans sa chambre. Il adorait Jacqueline, ma femme. D'abord, c'était « Oh, Jackie !» hein, et puis après, Marco. Et j'ai dit, Tony, moi, je suis venu apprendre. Maintenant, je vais t'apprendre, moi. Hein, et puis, j'ai pris le masque, et puis je dis, cool boy, hein, on y va. Hein, et il a commencé à respirer tranquillement. Et tout d'un coup, sa main est sortie de sous son drap, est venue sur mon abdomen et il me dit, on you. Et par la suite, bon, j'ai réussi à le faire rentrer à domicile, je passe tous les détails. Et sur son lit, qui a été malheureusement après son lit de mort, on a beaucoup échangé, on a beaucoup écouté de musique. C'était Listen Boys, that's jazz. Puis alors, tous les pipi modernes, il les jetait. Et parfois, il était à moitié inconscient, parfois, il se réveillait. Et ce qui était magnifique, c'était de ses élèves, spécialement aussi trompettistes, de ses masterclass à lui, venaient un après l'autre, tous les soirs, lui jouer quelque chose devant son lit. Il était dans le cadre de la porte. Et là, il y a eu un trompettiste qui a joué Around Midnight, et puis tout le temps, et là, Tony a ouvert les yeux. Non, c'est pas ça. Et c'était fantastique comme la musique, suivant quoi, et ça l'éveillait. Et puis je reviens à sa respiration. Peu de temps avant cet épisode de pneumonie, a pratiquement passé 80 ans. Il a encore enregistré une galette avec un sax baryton à son âge, avec des thèmes de Ben Webster. Et c'était une merveille. Alors on écoutait ça. Moi j'étais assis à côté de lui sur son lit. Et, Listen boy, that's jazz. C'était sa phrase. Et il m'avait promis une galette de ce disque. Il avait dit à sa femme, tu donneras à Marco cette galette. Et finalement, je l'ai malheureusement jamais reçue, mais je l'ai écouté avec lui et c'est très important. Pour la musculation aussi chez lui. Un jour, je lui ai demandé, mais comment tu as un souffle pareil? Est-ce que je peux te donner un coup de poing dans l'abdomen? Yes, go, bon, boy. Hein? Alors j'ai pris mon poing, j'ai tapé, mais vraiment avec violence dans son abdomen, mais j'ai eu l'impression de taper dans du béton, tellement c'était résistant. Oh, il y a plein d'histoires avec ce Tony Scott, mon Dieu, tout ce qu'on a vécu, extraordinaire. Il avait même créé un blues for my doctor. Je me souviens une fois aller à Paris, on arrivait à l'époque par le train de nuit vers minuit, et puis mon beau-frère et ma belle-sœur m'attendaient, puis ils me disent, tu sais, il y a Tony Scott qui joue à la Huchette, est-ce que tu veux le voir? Je dis, bien entendu. Et à l'époque, on descendait dans ces caveaux enfumés qui sentaient la bière et tout.
Et à peine arrivé en bas de l'escalier, il me regarde et il stoppe son orchestre. Et puis, il me fait venir jusqu'au premier rang pour m'asseoir. Il me dit, Now, ladies and gentlemen, the blues for my doctor. Et ça, c'est des trucs qui vous tirent les larmes des yeux. C'est tellement magique, c'est tellement beau. Et ça, c'est des grands souvenirs. Je le réécoute de temps en temps, c'est les disques ou ce qu'il m'a donné. J'ai même des vieux vinyles de lui avec des trios et autres. Il a joué à peu près avec tous les grands orchestres de l'époque. Et en confidence, petite confidence, il a quand même été l'amant de Billie Holiday pendant un certain temps. Voilà. Et quand il en parlait, c'était parlait d'une voix magique. Comme quand il parlait aussi de Charlie Bird. Il dit la première fois comment dire, à Chicago dans les années 50, Charlie Bird est rentré sur scène et il dit, je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi merveilleux. Si ça t'intéresse, je ne veux pas être trop long, le pourquoi I never did that, quand il dit qu'il a tapé sur la tête. Et en fait, dans les années 50, il y avait un racisme inverse, c'est-à-dire le jazz était réservé aux Noirs et les Blancs n'y avaient pas ou peu d'accès. Par contre, Tony Scott a été reconnu par les Noirs. Et puis la phrase, à Chicago, les gens faisaient la queue devant les boîtes à jazz et la réponse était toujours black only. Hein, donc, et c'est là qu'il m'a avoué que le type de Aretha Franklin lui avait dit black only. Et c'est pour ça qu'il a reçu un bon coup sur la tête. Oui, c'est des histoires comme ça. Il y a aussi des histoires de sa main qui s'est fait opérer. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais jusqu'au bout, il a joué. Silence. Et il en faut, comme disait Miles, le silence fait partie de la musique. Et oui, Le silence fait partie de la conversation aussi, de l'échange. D'ailleurs, pour parler d'échange, ce que j'avais vraiment apprécié chez toi, c'est que en discutant les premières fois, il y a vraiment eu un échange. Tu t'es pas enfermé dans ta position de médecin qui pas qui sait tout, mais qui sait plus que le musicien, quoi. Bien évidemment, tu sais plus de choses au plan médical qu'un musicien, mais il y avait cet intérêt aussi de comprendre l'instrumentiste, de comprendre le musicien. Et ça, en fait, ça te permet, grâce à cet échange, d'approfondir tes connaissances et de proposer, d'être en mesure de diagnostiquer plus précisément et d'apporter des réponses plus efficaces. Et ça, malheureusement, pas tous les médecins non ah, ça te fait rire. Je vois de qui tu parles. Non. On ne donnera pas. Non, enfin, de certains, pardon. Mais, ouais. Non, mais c'est vrai, malheureusement, il n'y a pas d'échange il n'y a pas assez d'échange entre beaucoup de médecins et sans parler de leurs patients, mais de leurs patients musiciens. Si tu veux, ils ne vont pas à la pêche aux infos. Ouais. Ils ne vont pas essayer de cerner
la problématique, il n'y a pas d'intérêt réciproque. Tandis qu'avec Mhm. toi, ça s'est fait naturellement, très rapidement, quoi. Et, euh, et c'est pour ça, c'est passionnant de discuter avec toi et c'était vraiment indispensable de t'avoir comme un médecin au sein d'Aracle Santé. Et Ouais, au-delà de l'aspect scientifique, de l'aspect thérapeutique, il y a aussi un aspect humain très enrichissant, quoi. oui, bon, ben, je ne sais pas comment y répondre à toutes ces éloges que tu fais, mais je pense aussi avec toi, j'ai beaucoup appris, hein, parce que toi, tu t'es intéressé aussi à la médecine. Et quand tu nous as présenté ton mémoire à la médecine des arts, on a tous été époustouflés de la qualité. On t'aurait pratiquement pris pour un collègue médecin, donc même pour un confrère. Et avec des gens comme ça, on pouvait s'entendre. Tout le monde n'est pas toujours d'accord, que ce soit du côté médical ou que ce soit du côté des instruments. Parce que tout d'un coup, un instrumentiste dit, mais tu connais rien à mon instrument. Bon, j'accepte que je ne connais rien. Puis après, tout d'un coup, il y a un médecin qui dit à un musicien, tu dois jouer comme ça. Donc, on arrive dans une problématique totale. Non, il faut une ouverture de l'un et de l'autre, de bien discuter ensemble, euh, même trouver une amitié. Moi, je dois dire que tous les musiciens que j'ai soignés ici, j'en vois pas beaucoup, mais il y a une amitié qui s'est créée, euh, la musique étant notre interprète à chacun. Hein, c'est ça qui nous rapprochait. Je pourrais te signaler simplement un dernier cas que j'ai soigné. C'est un guitariste brésilien professionnel sur la touche depuis 5 ans. Il a tout perdu, vendu ses guitares, sa voiture et tout. Et il avait été traité à Genève aussi enfin maltraité à Genève par une collègue que tu connais bien, dont je ne citerai pas le nom. Et il a débarqué chez moi, je ne sais plus par quel hasard. Et il a eu une problématique de son épaule gauche, donc celle qui va jouer les notes. Et il était toujours avec une posture comme ça, à regarder ses notes, enfin, tout de quoi se faire des problèmes cervicaux, dorsaux, épaules, mains, tout ce qu'on veut. Alors, c'est d'abord soigner son épaule qui avait besoin de soins, et ensuite, j'ai essayé de soigner sa posture. Et impossible, toujours, hop, de nouveau, il reprenait ce réflexe d'aller regarder ses notes alors qu'il connaît par cœur. C'est un brillant. Et puis, il me jouait toujours. La première fois qu'on s'est rencontrés, il m'a joué. Je lui ai dit, jouez-moi quelque chose. Jouer le Girl of Ipanema, hein, qui est devenu par la suite notre leitmotiv. Et je l'ai essayé de se faire balader dans mon chalet que tu connais, qui est plein d'obstacles, avec sa guitare sur le torse nu, faire attention les trucs et autres, mais tu joues. Hein, non, rien à faire. Et puis moi, une des consultations, je rentrais de ma leçon de saxophone, il lui est arrivé là-dessus, impossible de nouveau de lui faire trouver une bonne posture. Je dis, bon, allez, je descends, je vais chercher mon saxo, puis on va jouer The Girl of Ipanema ensemble. Eh bien, il a tout de suite, grâce à la musique, trouvé une posture, parce qu'il m'observait, moi, si j'allais faire une fausse note ou quoi que ce soit. Et ça a été, finalement, les traitements étaient de jouer ensemble. On a fait des jams ensemble. Et là, il avait une parfaite posture et de nouveau un plaisir à jouer.
Et là, je crois que ce lien de la musique entre musiciens et médecins, c'est un lien dont il faut être très conscient, hein. C'est un lien très fort, même si on ne joue pas de l'instrument de l'autre, mais c'est la musique qui dit ça me plaît pas, c'est le son qui me plaît pas, donc tu n'as pas une bonne posture, ou ta respiration pas très bonne, etc. Je crois que la musique nous renseigne, tout bêtement. Il n'y a Ouais, pas besoin de faire des grandes études pour comprendre ça. ouais, et puis, il y a réellement un échange à avoir, quoi. Il ne faut pas être arc-bouté sur ces suppositions qu'on érige en théorie et qu'on veut absolument imposer aux patients qu'on a en face de soi, quoi. Parce que ça, Mhm. malheureusement, souvent, ça ne marche pas. Je me rappelle que quand on s'est, bon, ça fait une bonne quinzaine d'années qu'on se connaît, et déjà à Et qu'on ne se l'époque, voit pas assez souvent. quoi, Et qu'on ne se voit pas assez ouais, souvent. c'est vrai. Et déjà à l'époque, tu disais que trop de médecins avaient abandonné la consultation clinique avec l'auscultation, etc., et qui s'en remettaient uniquement aux radios, aux scanners, etc. Alors, toi, bon, on ne va pas entrer dans les détails aujourd'hui là-dessus. Tu pointes quand même les limites de tous ces examens technologiques, quoi. Et, donc, ce qui fait aussi ta force, c'est que tu as gardé ce contact vraiment anatomique. Donc, tu as les connaissances physiologiques, les connaissances théoriques, mais avec le contact physique, disons, avec avec le patient, tu es en mesure de diagnostiquer plus finement, je trouve, les, euh, les problèmes, quoi. Et à l'heure actuelle, où on se dirige vers une médecine à distance, euh, robotique, technologique, bon, ton, ton observation, elle est encore plus pertinente. Oui, bon, je dois dire que j'ai eu de la chance dans ma formation euh, de n'avoir pas trop de choses techniques pour faire les diagnostics. On avait juste la radiologie, on avait un laboratoire limité, donc il fallait utiliser ses yeux, ses doigts, son pif pour poser un diagnostic. Moi, c'est une merveille qui me restera toujours, c'est de voir le professeur Verdun, ce chirurgien de la main extraordinaire, examiner une main. Ça prenait 10 minutes. Hein, et de l'examiner correctement, avec délicatesse, etc. De regarder même la rugosité ou pas de la peau, si c'était lisse ou pas lisse. Et avec ça, il faisait son diagnostic, et puis ensuite on passait en salle d'op et on opérait. Et ça, c'était magique. Il y avait que les doigts qui pouvaient nous renseigner. Euh, c'est pour ça que je dis que j'ai eu une chance d'avoir cette formation-là, limitée en un examen complémentaire. Donc, on en fait un saladier qui coûte cher chez vous comme chez nous à la sécurité sociale, nombre d'examens inutiles. Et pour exemple, moi qui ai créé maintenant pour ma retraite un SOS dos, donc je ne traite plus que des problèmes de dos ou articulaires, mais je vois des patients qui ont été chez les médecins actuels. Et, on les a, pour leur mal de dos, on ne les a même pas déshabillés, on n'a même pas été
mettre le doigt où ils ont eu mal. Non, on les envoie en radio. Radio, il n'y a rien. Donc, anti-inflammatoire, kinésithérapie est terminée. Au revoir, si ça ne va pas. Au bout de 15 jours, on fait une IRM qui ne correspond absolument pas en général à la clinique. Mais combien de patients me disent, j'ai fait se déshabiller, je dis, montrez-moi où vous avez mal. Et puis, je montre, et puis je mets mon auguste doigt, le signe de Vali, comme tu disais, exactement à l'endroit où ils ont mal. Et souvent, ils se retournent vers moi, et puis ils me disent, mais vous êtes le premier à avoir mis le doigt sur ma douleur. Et ça m'attriste face à cette médecine hyper spécialisée, qui oublie qu'ils ont un patient, qu'ils ont un corps humain devant eux, qu'ils ont une peau, une musculature, des mouvements, enfin un être humain. D'ailleurs, ça t'est aussi arrivé une fois, on va dire, dans une réunion où il y avait un musicien ou une musicienne qui était un peu pas un cobaye, quoi, mais qui présentait un peu ses troubles. Et bon, il y avait un spécialiste de la prise en charge des musiciens, quoi, qui était... Bon, voilà. Et puis, bon, comme ça arrive souvent, un laïus, toute une construction. Et bon, en gros, on tournait autour de la douleur, quoi. Et toi, quand tu as été autorisé à intervenir ou à poser une question, tu es venu et tu as dit ah, c'est là que vous avez ah, et de suite, elle s'est un peu raidie parce que tu avais mis le doigt là où il fallait. Voilà, donc Écoute, le docteur Valli, l'œil l'œil exercé. J'ai souvent créé le désordre, voire du scandale, parce que je ne suivais pas les augustes maîtres. Enfin, tu connais mon côté provocateur, trublion et autres. Tu le Bon, connais. après c'est aussi des problèmes d'ego, quoi. Bon, on peut quand même signaler l'excellente initiative du docteur Arcier d'avoir fondé Médecine des Arts et tout l'énorme travail qu'il fait avec sa femme. Vraiment, c'est à saluer, quoi, hein. Et puis, bon, la revue qui est très intéressante, et puis ça nous a permis de nous rencontrer, quoi, aussi, hein. Faut bien le dire, quoi. Et, Non, mais je trouve très, très sympathique, plus que sympathique, de citer le fameux docteur Arcier et Huguette, son épouse, que j'ai essayé plusieurs fois d'inviter chez moi pour les sortir de leur stress quotidien à longueur d'année. Je dis, mais venez passer au moins une semaine chez moi, respirer dans nos préalpes, etc. j'aimerais pour finir aborder ta connaissance de la médecine chinoise, parce que je pense que non seulement au plan technique, ça donne une corde supplémentaire à ton arc, le zen, hein, si on peut dire, mais en même temps, ouais, et en même temps, une ouverture d'esprit, un autre côté philosophique, quoi. Je me rappelle que tu avais dit une pomme n'est pas une poire. C'est juste. Simplement, je suis arrivé en fait, à la médecine manuelle chinoise, parce que je voulais un peu affiner la médecine manuelle que j'avais apprise avec des grands maîtres,
Mais je voulais, connaissant la finesse des approches chinoises, bon, j'ai laissé de côté l'acupuncture parce que trop compliqué pour moi, mais j'ai appris le tuina. Tuina, ça veut dire, tui, ça veut dire presser, na, ça veut dire glisser. Donc on presse un point et ensuite on glisse, soit on tourne dans un sens si c'est une pathologie aiguë, donc yang, et dans l'autre sens si c'est une pathologie chronique, si c'est une donc c'est le yin qui est affecté et qu'il faut disons rapporter de l'énergie à cette yin par simplement ce geste-là. Hein, donc, c'est tout bête. Hein, je viens tapoter mes tapoirs. Et bah oui, on peut traduire ça en français. Une pomme est yin et une poire est yang. Hein, donc, on traduit en français yang pour la poire, yang, ben, c'est une poire pour la soif. Hein, donc, on la mange en été, juste avant les mois de juillet, quand elles sont bien mûres. Et une pomme, elle arrive un peu plus tard, elle est yin. Et puis on dit, mange une pomme, ça tient au ventre. Donc, et nos ancêtres ici en Occident connaissaient très bien ceci. Et on n'a pas besoin de passer par la Chine pour arriver à ces évidences de l'époque, hein, avant les supermarchés et tout ce qu'on veut. Et pour conclure, si on veut en une phrase, la diététique chinoise, c'est bouffe ce qui pousse dans ton jardin à la bonne saison. On peut difficilement dire mieux. Je crois que tu en es convaincu aussi. Bon, ben Marc, je te remercie, c'était vraiment passionnant et je pense qu'on fera une autre interview bientôt sur un ou deux sujets bien précis, parce que bon, comme je disais, avec toi, on peut passer des heures à discuter d'un sujet et ben, je pense que ça donnera envie aux personnes qui ne te connaissent pas de venir te rencontrer la prochaine fois qu'on pourra faire un stage à Raclay Santé. Ah bon, la période pour l'instant ne s'y prête pas, mais on y travaille. Hélas. Et, voilà, et puis éventuellement, on mettra aussi les liens pour les musiciens qui, en tournée en Suisse, par exemple, voudraient te rencontrer. Et tu parlais de Dominique de Rasse avec son côté zen. Et dès qu'il reviendra à Nice, on fera quelque chose avec lui. Je te le présenterai. Et je te présenterai bien évidemment Andrea Tofanelli si l'occasion nous en est donnée. Et j'espère qu'on pourra aussi revoir Carmelo Fede et Cunegonda de Chico. Oh oui, oui. Qui sont nos grands amis également, quoi. Et voilà, donc pour situer ce que tu fais pour Raclay Santé, c'est vraiment une consultation de médecine générale et de médecine manuelle. Voilà, donc je rappelle le principe. Autour de la masterclass d'un musicien soliste, nous mettons en place des ateliers de yoga, d'activité physique et sportive, de médecine générale, médecine manuelle. Donc, tu travailles sur la posture, la problématique large que le musicien peut rencontrer. Nous travaillons aussi sur la méthodologie de la pratique instrumentale, l'hygiène de vie dont je m'occupe.
Et voilà. Donc, grâce à cette combinaison et à cet échange, nous arrivons à faire une consultation transdisciplinaire. Voilà. Alors, on peut citer également donc Isaac Yaya qui s'occupe de la partie athlétique, Isabelle Lugano-Nouri, notre collègue que nous avons rencontré également à la médecine des arts, qui est kiné, et puis docteur Rubio Rengo qui était intervenu pour tout l'aspect alimentation, Olivier Benaroche qui est dentiste et guitariste, qui travaille sur l'hypnose médicale. Voilà, je pense que j'ai cité tout le monde. Hein, c'est bien ça. Mais, Je crois. Moi, J'aimerais quand même te citer, toi, d'abord pour ce concept que tu as créé, Art Athlète Santé. C'est quelque chose que tu as créé qui est pratiquement révolutionnaire et que j'apprécie beaucoup, que j'admire beaucoup. Et puis, j'admire beaucoup ce travail que tu fais maintenant, en ce moment où malheureusement on est tous confinés, mais d'avoir pris le temps dans cette période un peu difficile de créer ces interviews qui sont vraiment très intéressantes. Et j'espère que mon bavardage, comme on dit souvent, ma logorée intarissable n'aura pas ennuyé tout le monde. non, non, loin de là, loin de là. Non, non mais je pense que c'est ce qu'il faut faire parce que de la même façon qu'on a reçu, il faut savoir donner, redonner, transmettre. C'est vraiment c'est vraiment la chose essentielle. Mmh. Voilà. Ouais. Bon, Marc, encore Ouais. un énorme merci. Et Merci puis, à toi. ben, j'espère te retrouver très bientôt en chair et en os hein, Oui. voilà, pour de nouveaux stages et de nouveaux repas ensemble, animés, des discussions toujours très intéressantes. Ouais. Ben, moi aussi, je me réjouis de bientôt te revoir. Ça me manque un peu ces échanges. Tu viendras aussi chez nous maintenant que ma cave à jazz est bien installée, tu la connais. Donc, avec tes amis, avec Georges et autres, vous êtes tous les bienvenus aussi. C'est gentil. Bon, ben Marc, on refera très certainement un autre épisode Oui. et je te remercie encore. À très bientôt. À bientôt, Jean-Vincent. Ciao, Marc. Ciao. À bientôt. Ciao. Ciao. Ça, c'est Tony Scott, mon ami. C'était son fameux Blues for My Doctor. Il était dédicacé tout d'abord à Charlie Parker et il me l'a offert avec tout son cœur. Et je l'écoute encore avec un énorme plaisir. Ah, Tony. That jazz boy.